Alors donc, ma conférence, elle s'intitule Le BIOD, les perspectives pour l'entreprise. Donc, je vais rapidement vous présenter le plan de la conférence. Avant, je vais faire quand même une petite pub personnelle, hein, on ne sait jamais. Je m'appelle Clément Michel, je suis étudiant à l'EXA Césire, je suis en dernière année. Alors, je suis passionné d'informatique et de nouvelles technologies, hein. On m'a souvent dit que c'était plus pratique dans le métier qu'on exerce. Je porte aussi un intérêt tout particulier sur tout ce qui est notion de sécurité au sein des systèmes d'information. Alors que ce soit de la sécurité purement technique, mais aussi de la sécurité qui va toucher la stratégie des entreprises, notamment le BIOD, puisque le BIOD, bien entendu, il y a toujours une partie technique en tâche de fond, mais on a aussi beaucoup de stratégies à l'heure actuelle. Alors, si vous voulez suivre un peu mes actus, ce que je publie, puisque je suis aussi rédacteur sur quelques sites, vous pouvez me suivre hein, sur Twitter, vous pouvez aussi me suivre sur Viadeo et sur LinkedIn. Désolé pour l'URL pour LinkedIn, j'ai pas pu la personnaliser. Voilà. Je vous remontrerai le slide à la fin si vous tenez absolument à me suivre. Voilà. Alors, passons maintenant au sommaire. Alors, moi, j'ai décidé sur cette conférence de ne pas prendre parti, hein. Je ne suis pas pro-biode, je ne suis pas anti-biode. Je vais être là pour justement mettre un petit peu tout à on pouvait Ah, merci beaucoup. Si on pouvait réactiver mon micro. Au niveau du sommaire, donc un tour d'horizon du BIOD. Donc, je vais faire une sorte d'état de l'art très, très rapide. Ensuite, je vais parler un petit peu des nouveautés qui vont venir avec le BIOD, puisque le BIOD, en définitive, ne va pas impacter uniquement que la DSI, hein. Il y a d'autres services qui vont être touchés par la mise en place du BIOD. Ensuite, je vais faire un point au niveau de la législation en France. Alors, un point très rapide, parce que bon, malheureusement, je ne suis pas juriste, donc je n'ai pas non plus envie de m'aventurer sur des terrains inconnus, mais je vais quand même vous parler de deux, trois choses. Ensuite, on va faire un petit peu plus de technique. Je vais vous présenter deux moyens de contrôle au niveau du BIOD, et puis on va terminer par une phase de conclusion, bien entendu. Puis après, si vous avez des questions, je serai ravi d'essayer de vous d'y répondre. Voilà. Alors, commençons. Le BIOD, hein, on va commencer par ça. Le BIOD, ça veut dire Bring Your Own Device. En français, plus correct, ça veut dire ramène ton propre périphérique. Donc, le principe du BIOD, en fait, c'est un utilisateur, donc un employé, utilise son matériel personnel. Alors, quand on entend matériel personnel, hein, ordinateur portable, smartphone et tablette, hein, on met un peu tout le monde dans le même panier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même aujourd'hui, quand on parle de BIOD, on parle beaucoup des smartphones et des tablettes. Mais l'ordinateur portable rentre dans le cadre du BIOD. La particularité, donc, c'est que c'est un périphérique personnel, donc il n'appartient pas à l'entreprise du salarié. La première chose qu'on peut noter, qui est importante de noter, c'est que quand on est dans le cadre du BIOD, l'utilisateur endosse une partie des responsabilités de la DSI. Donc ça, vous allez voir, c'est un point qu'on va développer plus amplement au cours de la présentation. Les facteurs d'apparition du BIOD. Alors, je n'ai pas pu tout mettre parce que sinon je serais passé à 250 slides sur mon PPT. Mais les plus importants, concrètement, c'est la mobilité du personnel. Alors, vous comprenez bien qu'un commercial d'une société qui fait beaucoup de démarchage client, qui est souvent en déplacement, ça peut être pratique d'avoir un téléphone qui peut être relié avec le réseau de sa société pour consulter ses mails, gérer ses plannings et pourquoi pas aussi récupérer des documents de sa société. Si par exemple il a oublié sa clé USB ou que son PC portable pro vient de cracher, ça peut être pratique. Et puis un autre facteur d'apparition, c'est ce qu'on appelle le télétravail, le travail à distance, qui est en fait en définitive un petit peu l'ancêtre du BIOD. Puisque le travail à distance, vous êtes chez vous, à votre domicile, et vous travaillez pour votre entreprise. Hein, vous vous connectez, alors par le biais d'un VPN la plupart du temps, vous vous connectez au réseau de votre entreprise et vous travaillez pour votre société depuis votre domicile. Pourtant, l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez, c'est votre ordinateur personnel. Alors, aujourd'hui, le télétravail, il est autorisé en France. Hein, au niveau législatif, il est autorisé et il y a même certaines sociétés qui font ça, notamment quand les collaborateurs de la société n'habitent pas forcément la région parisienne ou par exemple la région lyonnaise. Hein, il y a des accords qui sont faits avec les sociétés. La personne travaille 3 jours au sein de l'entreprise et puis 2 jours, elle travaille depuis chez elle. Voilà.
Deuxième facteur d'apparition qui pour moi est aussi un facteur très important, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un téléphone, un smartphone personnel et qu'on a un téléphone pro, en définitive, on va utiliser souvent le même type d'application. C'est-à-dire que quand vous voulez consulter vos mails perso, vos mails pro, vous utilisez alors une application. Alors après, il y a ceux qui vont préférer l'application Gmail, l'application par défaut sur iOS ou sur Android. Mais en définitive, quand on a deux téléphones, un pro, un perso, en fait, on fait un peu la même utilisation. Et justement, il y a certains employés qui en avaient un peu marre d'avoir deux téléphones différents et qui préféraient utiliser le matériel de leur choix. Alors quand je dis certains employés, en fait je parle de ce qu'on appelle la génération Y. Alors la génération Y, c'est par exemple c'est moi, moins de 25 ans. Vous savez, la génération Y, c'est parce qu'on a souvent des écouteurs dans nos oreilles qui se rejoignent au centre et on en est réduit à être une lettre. Et ça, c'est le grand mot des dernières années, la génération Y. Donc aujourd'hui, la nouvelle génération de salariés qui sont beaucoup plus dans la technologie ne veulent plus de deux téléphones alors qu'ils pourraient en utiliser un seul pour faire les deux. Ensuite, alors le BIOD, donc ça englobe plusieurs usages, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, vous pouvez faire de la consultation de courrier électronique, on peut se connecter à l'intranet de l'entreprise via VPN la plupart du temps pour sécuriser sa connexion. Et puis on peut également accéder à des applications métiers, donc en mode web ou non. Alors ce que j'appelle le mode web, en fait, c'est en définitive un mode de consultation. C'est-à-dire qu'on va proposer aux salariés d'aller consulter des documents, mais on ne va pas lui offrir la possibilité d'enregistrer ces documents sur son téléphone. Voilà, c'est ce que j'appelle le mode de consultation web. En définitive, le BIOD aujourd'hui en France, c'est pas encore trop ça. On en parle beaucoup dans les couloirs de la DSI de la plupart des entreprises, mais c'est pas encore forcément démocratisé. Et justement, les problématiques, c'est qu'après, en fait, on peut avoir du BIOD au sein de sa propre société, mais de manière non contrôlée. Alors, le meilleur exemple, c'est un exemple qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai appelé la tablette du cadre. Donc, vous savez très bien que la direction et les cadres supérieurs, forcément, ont un impact assez important dans une société. Donc, cet exemple-là, par exemple, c'est votre cadre supérieur, sa femme lui a offert une tablette tactile à Noël. Il est super content et il a envie de lire ses mails pro le dimanche quand il est dans sa résidence avec sa famille, avec ses amis. Il a envie le dimanche matin, en buvant son café, en lisant le journal, de consulter ses mails. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le BIOD n'est pas en place dans votre entreprise, le cadre, il va être capable de passer du temps à trouver des solutions, de discuter avec ses collègues de l'informatique ou même avec d'autres collègues qui sont un peu comme lui, férus de nouvelles technologies. Il va être même capable de bidouiller sur sa tablette, de rechercher sur Internet afin d'arriver à ses fins. Aujourd'hui, vous allez sur un moteur de recherche et vous tapez comment synchroniser mon compte mail sur ma tablette, sur mon iPad, sur ma tablette Android, etc. Vous avez une pléthore de sites qui vont vous proposer différentes façons de le faire. Donc le cadre, il va y arriver. Il va y arriver en cherchant un peu et en définitive, là vous avez du BIOD qui est non contrôlé. Donc ça, c'est un des problèmes qui va se poser. Alors la réponse des entreprises à ce qu'on appelle donc le BIOD non contrôlé, ça a été dans un premier temps de mettre en place des groupes d'utilisateurs avec certains privilèges. C'est-à-dire qu'on va cibler, on va dire ces types de salariés-là, on va leur autoriser à faire un peu de BIOD, comme ça ils pourront accéder à tel type d'informations. Le seul problème, c'est que ces dernières années, la vente de smartphones et de tablettes a explosé, puisqu'au cumulé, on dépasse largement la vente d'ordinateurs portables. Donc aujourd'hui, en fait, la masse fait qu'on ne peut plus gérer le BIOD de cette façon, puisqu'on ne peut plus faire de cas par cas. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un smartphone. Et aujourd'hui, c'est devenu inimaginable, par exemple, de sortir de chez soi sans son téléphone avec soi. Parce qu'avec son téléphone, aujourd'hui, on a une connexion. En plus, on a la 4G qui arrive, donc on va être de plus en plus connecté. Et donc, c'est presque inimaginable de sortir. Combien de fois je traîne sur Twitter et puis je vois des gens qui envoient des tweets parce qu'ils sont au feu, il y a eu un accident juste devant eux, ils ont leur smartphone sur eux. Et c'est devenu, en fait, un petit peu leur deuxième femme. Donc aujourd'hui en entreprise on a trois cas différents, donc soit le BIOD est interdit, soit il est toléré, donc là on est dans le cadre du déploiement non contrôlé, et dans de rares cas le BIOD est autorisé en entreprise, donc dans ce cas-là il est contrôlé. Alors maintenant je vais passer
Excusez-moi. Je vais passer à quelques chiffres et quelques informations rapides pour vous expliquer qu'il y a quand même des sociétés qui ont sauté le pas il y a déjà 1 ou 2 années. Le premier exemple, c'est Ford. Alors Ford, en 2011, ils ont autorisé leurs salariés à consulter leurs mails sur BlackBerry. Ensuite, ils ont étendu ça aux plateformes d'Apple sur iOS. Et 1 an plus tard, Ford a mis à jour sa politique de sécurité concernant le BIOD, avec aussi une volonté d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, j'ai pas plus d'informations, mais je pense qu'on peut s'imaginer que ça fonctionne plutôt bien dans l'entreprise et qu'ils ont une volonté d'améliorer en continu l'usage du BIOD au sein de leur société. Deuxième exemple, IBM. Alors, chez IBM, on a à peu près 40 000 des 400 000 employés qui utilisent leur périphérique pour accéder à des applications métiers, donc très certainement en mode web, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'était en 2011. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'IBM, en fait, ils ont interdit les stockages cloud du type Dropbox, SkyDrive et consorts, afin de limiter la fuite de données sensibles au sein de la société. Ensuite, on a SAP pour la région Australie-Nouvelle-Zélande. On reparle encore de la génération Y. Et donc, la génération Y ne souhaite plus utiliser 2 périphériques différents. Ça, c'était en 2011. Voilà. Et encore un dernier exemple, la société Atos. Alors elle, c'est même intéressant puisqu'elle va même peut-être un peu plus loin que les autres sociétés. Elles ont la volonté d'intégrer le BIOD pour une partie de leurs employés avec un financement de 1 000 euros. Voilà, ça c'est des chiffres de 2012. Alors qu'est-ce qu'on entend par financement? Ça peut être par exemple participation à l'achat du périphérique, du smartphone, de la tablette, etc. Mais ça peut être aussi un accompagnement sur le financement du forfait. Parce que bon, aujourd'hui, on a de l'illimité partout, mais il faut quand même dépenser un petit peu d'argent. Et donc, Atos a cette volonté d'accompagner ses utilisateurs au-delà du simple fait de dire on autorise le BIOD, voilà, maintenant utilisez votre téléphone, et puis nous, on fait rien derrière. Donc voilà un petit peu pour la présentation, le rapide état des lieux. Alors maintenant, donc, comme je disais, je vais parler un petit peu des services impactés. Alors, on va d'abord parler un petit peu de sécurité, donc la sécurité du poste de travail. Le principal risque dans le BIOD, c'est la fuite de données sensibles. Donc, que ce soit par le fait que des virus, de tout ce qui est logiciel malveillant, parce que je peux vous assurer qu'il y en a. Il y en a beaucoup même. Je crois que c'est la plus grosse augmentation d'attaques qui a été constatée sur tout ce qui est plateforme mobile cette année. Alors, j'ai pas les chiffres, mais il me semble que c'est ça. Et puis, deuxièmement, vol de matériel, bien entendu. On se fait voler son téléphone, ça peut aller très vite. Donc, une autre problématique qui se pose au niveau du BIOD, au niveau de la sécurité, c'est justement aujourd'hui le périphérique, sa sécurité, elle est gérée par l'utilisateur, puisque le BIOD, c'est périphérique personnel, donc vous comprenez bien que c'est aux salariés de s'occuper de mettre à jour son téléphone, d'assurer un minimum de sécurité. Alors, quand j'entends sécurité, ça peut être chiffrer le téléphone, mais ça peut être aussi tout simplement de mettre un système de verrouillage sur l'écran. Avec, vous savez, les petits schémas qu'il faut reproduire ou tout simplement un petit code PIN à 4 chiffres. Donc ça, c'est des choses qui reviennent à l'utilisateur aujourd'hui. Et puis, donc, deuxième problématique, c'est que la flotte des périphériques est très éparse, parce que déjà, vous avez du Windows Phone, vous avez de l'iOS, vous avez de l'Android, vous avez encore du BlackBerry. Et puis, si je reprends sur Android, vous avez les Android, mais qui tournent sous Samsung, sous HTC, sous Huawei. Tout le monde n'a pas le même téléphone. Et donc ça, c'est pareil, c'est très compliqué à gérer en définitive. Toujours au niveau de la sécurité, donc comme je parlais, l'idéal ce serait d'avoir donc un chiffrement des données, mais l'idéal aussi ce serait d'être capable d'isoler les applications. Alors là, quand je parle des applications, c'est les applications qui ont un rapport avec la société de l'employé, et puis d'effectuer derrière des contrôles d'accès forts, c'est-à-dire que la société va autoriser le BIOD, et derrière, en fait, quand le salarié veut se connecter sur le système d'information de sa société, c'est à la DSI de mettre en place des moyens draconiens, on va dire, pour avoir un maximum d'informations. Qui se connecte, quand, à quelle heure, quelle adresse IP, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il consulte, est-ce qu'il enregistre, est-ce qu'il n'enregistre pas. Il y a tout ça qui peut être fait pour quand même essayer de parer à ce problème de sécurité. Ce qu'il faut faire également, et ce qui va être même nécessaire pour les entreprises, c'est d'identifier et d'établir un profilage des utilisateurs afin de mieux cibler qui peut accéder à quel genre de données. Alors ça, c'est vraiment sur la stratégie, c'est très important. Je vais y revenir un petit peu plus tard encore.
Et donc, bon, ça tombe presque sous le sens, mais donc effectuer une surveillance importante sur ce type de périphérique. Maintenant, je sors un petit peu du cadre de la sécurité, du poste de travail et autres, et je vais vous parler de ressources humaines. Alors effectivement, puisque ce qu'il faut savoir, déjà avoir ça en tête, hein, les employés ne sont pas tous friands de nouvelles technologies. Hein. Vous avez un quinquagénaire qui a un Nokia N3310 qui lui sert à appeler, qui lui sert à envoyer des SMS. Hein, l'exemple est peut-être un peu humoristique, mais bon, il n'a pas forcément une volonté d'acheter le dernier Samsung Galaxy S5 qui va sortir bientôt, ou le nouvel iPhone 6. Hein. Lui, il a son téléphone, il lui sert à appeler, à envoyer des SMS. Bon, il n'a pas besoin de plus, quoi. Donc, c'est une chose à prendre en compte. Si je reprends l'exemple d'Atos de tout à l'heure, hein, qui propose justement d'aider financièrement leurs employés dans l'achat et dans le financement des forfaits, il faut faire attention à traiter tout le monde de la même façon. Puisque en définitive, il y a une certaine égalité qui doit être respectée pour tous les employés, parce que sinon on peut avoir des conflits au sein de la société, et donc après, si vous avez des syndicats présents dans votre société, bien entendu, ça peut se tirer dans les pattes entre la direction et les syndicats, donc il faut prendre ça en note dès le début. Et puis, ce qui est très important aussi de noter, c'est qu'un employé, il a le droit de refuser la pratique du biode. Si la personne ne désire pas faire du biode, elle a tout à fait le droit de dire non. On va en reparler quand on va parler justement de la partie législative. Vous comprendrez pourquoi, si un employé ne veut pas faire de biode, il ne faut pas le forcer. Toujours au niveau des RH, alors faire attention aux dérives entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Parce que le problème d'utiliser à la fois un téléphone perso qui fait du pro, c'est que la barrière entre la vie privée et la vie pro, elle se réduit énormément. L'exemple que je vais vous donner, par exemple, c'est les risques psychosociaux, donc c'est beaucoup de stress lié au travail. Vous avez votre téléphone perso, vous faites du biode avec votre entreprise, et puis vous avez malheureusement un supérieur hiérarchique qui va un petit peu abuser de ça et qui va vous appeler le samedi, alors que dans votre contrat c'est bien précisé que vous travaillez du lundi au vendredi, qu'exceptionnellement vous pouvez être appelé à travailler le week-end, mais contre un paiement supplémentaire ou des journées de récupération. Sauf que votre supérieur, il va vous appeler le samedi matin, il va vous dire bah tiens, je t'ai envoyé un mail, il y a un dossier dedans, il faut que tu me il faut qu'il soit prêt pour lundi matin 8h. En définitive, là c'est un abus. Et c'est le problème d'avoir une barrière très réduite entre la vie pro et la vie perso. Donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les utilisateurs et leur hiérarchie sur ce qu'ils ont le droit de faire, même quand il y a du biode qui est en place. Donc justement, un accompagnement peut s'avérer nécessaire afin de pallier à ces différents types de problèmes. Si on traite le problème à la racine, on aura beaucoup moins de soucis derrière qui vont s'engendrer. Ensuite, je vais parler un petit peu finance, c'est important, il ne faut pas se le cacher. Les sociétés, quand on parle de biode, elles voient tous les aspects sécuritaires, etc. Mais il y a forcément un impact financier qui est pris en compte. Donc déjà, la première chose à noter, c'est que l'achat, par défaut, il est laissé à la charge des employés. Donc forcément, si avant la société fournissait des téléphones professionnels à leurs salariés, ça leur fait un coût en moins. Ils n'ont plus besoin d'acheter des téléphones sur 3 ans ou d'acheter complètement un téléphone. De même, les forfaits de télécommunications, logiquement, ne reviennent plus à la charge de la société. Donc c'est deux choses qui vont bien entendu faire baisser les demandes budgétaires. Cependant, comme j'en ai déjà un petit peu parlé, il y a certainement des négociations qui vont devoir être faites pour promouvoir le biode. Parce que forcément, moi j'ai un smartphone, j'ai un petit forfait qui fait 1h30 de communication par mois, j'ai SMS illimité et puis j'ai 500 mégaoctets de data 3G. Mon entreprise me dit, tu veux faire du biode? Je vais lui dire oui, oui, je suis intéressé. Ils vont me dire, bon super, maintenant si tu utilises ton téléphone perso, et puis tu utilises ton forfait perso, quoi. Moi je vais dire bah oui, mais bon, j'ai qu'1h30 de communication, puis je suis souvent au téléphone avec les clients parce qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler. Forcément, si l'entreprise ne propose pas d'aider au financement de tout ça, c'est pas sûr que les salariés y trouvent leur compte. Le biode, c'est vraiment un arrangement, c'est vraiment une collaboration entre les salariés et la société. C'est vraiment, il faut vraiment que ça aille dans les deux sens pour que ça puisse fonctionner. Dernier petit point, donc au niveau de la maintenance des périphériques. Donc, comme je l'avais déjà dit, la maintenance revient logiquement à l'utilisateur. Cependant, pour pallier à ces problèmes de sécurité, ce qui peut être mis en place, c'est un accompagnement de l'utilisateur, donc de la sensibilisation à de la sécurité, un minimum,
bien faire comprendre à l'utilisateur que faire des mises à jour, c'est plutôt important. C'est pas juste parce que Facebook lance une nouvelle version de son application et que c'est cool, mais il y a parfois des mises à jour en tâche de fond qui passent et qui traitent des problèmes de sécurité, des failles qui ont été découvertes et qui sont corrigées. Donc avoir un périphérique constamment à jour, c'est super important. Et puis pourquoi pas des ateliers techniques, parce qu'en définitive, oui, vous allez avoir une partie de votre population salariale qui va être férue de nouvelles technologies, donc eux mettent à jour leur téléphone, etc. Ils vont savoir faire. Par contre, vous avez la mère de famille qui s'est fait offrir un Samsung Galaxy S4 pour Noël par sa sœur ou par son mari. Bon, le téléphone, quand il marche, c'est bien, quand il ne marche pas, ça pose problème. Donc elle, fondamentalement, elle va l'utiliser pour appeler, elle va installer quelques applications, etc. Mais le mettre à jour, c'est pas forcément la chose auquel elle va penser le plus vite. Voilà. Et puis dernier petit point, la société peut aussi recommander du matériel. On ne peut pas imposer aux salariés de dire bon maintenant on fait du BIOD, par contre il faut que tu achètes ce périphérique-là. Si tu n'achètes pas ce périphérique-là, c'est non. C'est pas dans le concept du BIOD. Par contre la société elle peut aiguiller. Voilà. Nous on a établi un listing de 5 périphériques, que nous on considère comme étant très sécurisés, etc. Vous allez avoir les dernières mises à jour, vous allez voir ils sont bien. On peut essayer aussi d'éduquer un petit peu les salariés dans l'achat du matériel. Voilà un petit peu pour les nouveautés qui arrivent avec le BIOD. Alors au niveau législatif, donc là on rentre un petit peu dans le vif du sujet. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques avocats, notamment certains qui sont spécialisés dans le droit informatique, et donc je leur ai posé plusieurs questions. Aujourd'hui, donc ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction particulière pour un salarié d'utiliser son téléphone personnel dans la sphère pro. Il n'y a pas de loi qui interdit ça. Il y a juste une seule chose à avoir, c'est l'aval de son employeur, bien entendu. Concrètement, j'utilise mon téléphone perso sans prévenir mon employeur, j'ai des mails dessus, je me fais voler mon téléphone, il y a des données confidentielles de la société qui sortent au grand jour. Et si on va au prud'homme, je peux vous garantir que la société elle est gagnante à 100%. Parce que s'il n'y a pas, la DSI n'était pas au courant, c'est très mal parti pour l'employé. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'accord de l'employeur, mais il faut avoir un accord explicite, donc un papier signé. C'est tout bête, mais c'est pour vous couvrir. Au niveau juridique, le pouvoir de contrôle de l'employeur il est très limité, puisque le téléphone c'est un bien personnel, et que le droit à la vie privée est primordial. Quand vous avez un ordinateur portable qui est fourni par votre société, donc qui est professionnel, c'est pas vous qui gérez les logiciels qui sont dessus. Vous n'avez pas la main, vous n'êtes pas administrateur de la machine, pas dans tous les cas. C'est la DSI qui gère de mettre à jour, de changer, de dire on va installer telle application, celle-ci on va la dégager parce qu'on n'en a plus besoin, etc. Et la société peut aussi contrôler un minimum l'ordinateur, vérifier certaines choses. Là c'est plus compliqué étant donné que le périphérique est aux salariés. Ensuite, la société ne peut pas abuser du fait qu'un salarié soit accessible même en dehors de ses heures de travail. Ça, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil. S'il y a procès, que vous allez au prud'homme et puis et que l'utilisateur a des preuves que son supérieur hiérarchique a un petit peu abusé du fait qu'il avait son téléphone pro aussi pour le travail, il y a de fortes chances pour que ça se retourne contre l'employeur. Ce qui est conseillé par les juristes quand même, c'est que l'employeur, on lui conseille quand même de gérer au maximum l'accès aux données de la société. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui veut se connecter à votre système d'information, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. À partir du moment que vous avez déclaré cette information à la CNIL, c'est-à-dire que quand un salarié rentre dans votre entreprise, vous lui faites signer ce qu'on appelle une charte informatique. Donc on lui explique en fait que quand il va utiliser le réseau de l'entreprise, quand il va aller sur Internet, il y a des systèmes qui sont là pour enregistrer tout ce qu'il fait, pour valider. Il y a aussi un système notamment de blocage de sites pour éviter d'aller sur des sites type pornographie, pédophile, etc. C'est un devoir pour la société de mettre en place ces systèmes-là. Et donc c'est aussi un devoir pour la société de déclarer ce qu'elle fait à la CNIL. Donc là c'est pareil, elle peut faire ce qu'elle veut au niveau de l'accès. Par contre, il faut bien entendu que ce soit déclaré à la CNIL et que la CNIL ait donné son accord. Et comme j'en avais déjà un petit peu parlé au début, fortement conseillé aux sociétés de privilégier un accès distant aux données, donc éviter de fournir aux salariés la possibilité d'enregistrer les données sur son téléphone, parce qu'en cas de vol,
vous perdez des données et un accès web, c'est peut-être plus sécurisant. Voilà. Pour terminer un petit peu sur la partie juridique, aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui a vraiment été créée pour le phénomène du BIOD en France. Aujourd'hui, la plupart des juges, ils fonctionnent avec ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire qu'ils regardent les décisions qui ont déjà été prises par d'autres juges. Et en définitive, c'est un petit peu la problématique en France, c'est que, par exemple, l'ANSSI, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un organisme de sécurité en France, l'ANSSI, par exemple, a dit non pour le BIOD. Eux, ils déconseillent. Pourtant, il y a des sociétés quand même qui sont intéressées. À titre d'exemple, à l'étranger, aux États-Unis, c'est à peu près 80% des salariés qui pratiquent le BIOD dans leur entreprise. En Chine, on a à peu près les mêmes pourcentages aussi. En France, on est beaucoup plus réticent à cause de la législation et du fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de vide juridique. Alors, pas réellement, on n'a jamais forcément un vide juridique, mais c'est très obscur aujourd'hui. Voilà. Je vais attaquer les réjouissances un petit peu plus techniques. Donc là, aujourd'hui, je vous ai parlé pour le moment du fait d'utiliser des applications qui permettent de consulter, non pas d'enregistrer sur le téléphone. Je vais maintenant vous montrer qu'il y a quand même des systèmes qui vous permettent peut-être d'organiser ça d'une façon un peu plus pratique. Donc d'abord, je vais parler donc, du MDM, le Mobile Device Manager. Alors le Mobile Device Manager, c'est tout nouveau, hein, ça a vraiment été conçu, pensé pour le BIOD. Donc j'ai trouvé une petite vidéo qui va vous présenter ça, hein, ce sera plus facile de repartir de là-dessus. Alors je m'excuse puisque c'est une vidéo qui est un petit peu commerciale. J'avais les choix entre des vidéos commerciales de 3 minutes et des vidéos techniques de 50 minutes, donc je vous ai épargné la vidéo d'1 heure. Donc je vous prierai de ne pas prêter attention aux dires commerciaux de la société, hein, puisque j'essaie de rester au maximum neutre. Voilà. C'est pareil pour les sous-titres. Alors la vidéo est en anglais, hein, les sous-titres, c'est du traitement direct sur YouTube, donc c'est pareil, les sous-titres, il va y avoir peut-être quelques erreurs dessus, mais bon, je préfère vous mettre des sous-titres que ne pas vous en mettre. Voilà. Kelly has just joined the company's sales team. She wants to work on her personal phone and tablet, in addition to her company-issued laptop. It's Jalen's job to make sure that all the devices in the company are safeguarded and that all employees have the right applications. Kelly's tablet is onboarded, and she now has a business workspace on her personal device, improving her productivity while on the go. Cisco MCMS allows Jalen to set device, app, and content policies by groups or for individual devices. As a result, Kelly has access to only the apps and content that are approved for the sales team. Kelly is more productive because she works how and where she chooses. She can access her business email, applications, and content, while all corporate data remains safe within the business workspace. And Jalen can remotely monitor all device activity in real time. He can detect jailbroken devices, downloads of blacklisted applications, and other non-compliant activity, and set up rules to take appropriate action. Lost or stolen devices can be located, locked, or wiped remotely. And when an employee leaves the company, Jalen can selectively wipe company information from that employee's personal device, while leaving all personal data intact. The choice is not whether to allow all devices onto the network or give your employees the choice to collaborate how they want. J'ai réussi à couper juste avant la partie marketing. Je suis très satisfait de moi-même. Alors bon, si on parle un peu plus sérieusement maintenant. Donc si je dois reprendre un petit peu la vidéo, donc vous avez vu un petit peu l'exemple de ce qu'on peut faire avec un MDM. Donc on peut créer un profil du salarié, on va pouvoir rentrer son périphérique, donc on va pouvoir dire c'est tel constructeur, c'est telle version, c'est tel système d'exploitation qu'il y a dessus, c'est telle version. On va pouvoir avoir accès à tout un tas d'informations et on va surtout offrir la possibilité à l'utilisateur d'accéder justement à des applications, notamment des applications qui pourront être développées spécialement par l'entreprise pour l'utilisateur, accès aux mails, etc. L'intérêt du MDM, c'est que votre utilisateur est en voyage d'affaires, se fait voler son téléphone ou les gare tout simplement, mais il y a des données sensibles sur lesquelles on peut accéder. Il appelle sa société. Alors,
Si vous allez dire il n'y a plus de téléphone, comment il fait pour appeler, il se débrouille. Mais le principe étant de prévenir l'équipe informatique qui du coup à distance va pouvoir effacer la partie professionnelle du téléphone. Ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que on va même dire que c'est un vrai bonheur pour la DSI de se dire bon, on autorise le BIOD, mais bon, le jour où mon salarié se fait voler son téléphone ou il l'égare, bon, on est capable de réagir assez rapidement et d'effacer les données qui sont que les données de l'entreprise. Donc là, sur la partie juridique, c'est quand même plus intéressant à mon avis, puisque c'est pareil, juridiquement on ne peut pas dire voilà, on a le contrôle sur le téléphone personnel de mon salarié, du jour au lendemain j'ai envie de tout effacer, j'efface tout. C'est-à-dire ses photos perso, les photos de ses enfants, les trucs importants de sa vie, je peux tout effacer. Donc ça forcément au niveau de la législation en France vous comprendrez que ça passe pas trop. Par contre offrir la possibilité d'effacer que la partie données pro, ça c'est super intéressant pour les deux parties. Alors quelques informations sur les serveurs MDM. Donc, il faut que ce soit accessible depuis Internet. Hein. Ça paraît logique puisque il faut que le téléphone du salarié puisse communiquer avec le serveur. Donc forcément, si le salarié est en déplacement, il vaut mieux que le serveur soit accessible depuis Internet. Donc ça veut dire qu'il faut le mettre dans la DMZ, donc la zone qui est à la fois un peu dans le réseau interne, à la fois sur le réseau de l'Internet. Donc forcément, ça va être un point d'attaque potentiel. Donc c'est pareil, ça va être une chose à vérifier, à prendre en compte. Il va falloir bien sécuriser ce serveur afin d'éviter tout risque de piratage. Concrètement, si je reprends quelques fonctionnalités des MDM, donc on peut obliger à mettre des mots de passe sur les applications. Ça, c'est super intéressant, c'est pareil. On propose une application pour les commerciaux où ils vont avoir des documents types, par exemple, pour leur travail. Par contre, on veut éviter que n'importe qui puisse lire ça. Donc en fait, quand l'employé lance l'application, il va devoir rentrer un mot de passe. Et si le mot de passe n'est pas correct, l'application ne sera pas lancée. Ça, c'est une chose intéressante qu'on peut faire. Comme je disais, on peut effacer les données à distance. On peut faire un chiffrement de mémoire de masse. Donc on va pouvoir chiffrer le téléphone. Alors même si le chiffrement de mémoire de masse, c'est une fausse sécurité en définitive, parce que la clé qui sert à sécuriser les données, à chiffrer, elle est enregistrée sur le téléphone. Alors maintenant, vous allez vous demander alors, pourquoi est-ce que j'en parle et pourquoi est-ce qu'il le propose. S'il le propose, c'est que ça a quand même un intérêt. C'est-à-dire que vous vous faites voler votre téléphone par quelqu'un qui a pour intention de vous voler des données, de voler des données confidentielles à l'entreprise. Le chiffrement de mémoire de masse ne va pas être très utile. Hein. Ça va sûrement être quelqu'un qui va être un petit peu aguerri dans le piratage ou qui va savoir aller chercher sur quel site pour essayer de trouver la clé et de l'exploiter. Donc là, forcément, c'est pas forcément le meilleur intérêt. Par contre, vous avez quelqu'un qui vous vole votre téléphone avec l'intention de le revendre. Bon, si ensuite il a envie de regarder un petit peu sur le téléphone, bon, le chiffrement de mémoire de masse, je suis pas sûr qu'il soit forcément au top du top là-dessus. Donc voilà. L'autre partie, donc, on peut faire des conteneurs chiffrés. Donc ça, c'est super intéressant. C'est ce qui permet notamment de pouvoir effacer juste la partie professionnelle. Hein, on va on va créer des conteneurs qui vont être chiffrés et on va pouvoir mettre des informations de l'entreprise. Donc on va pouvoir stocker les données pour les applications, éventuellement stocker des documents de l'entreprise. Hein. Ça, c'est vraiment chiffré. Et là, c'est beaucoup plus sécurisé, puisque là, ça fonctionne avec un système de certificat numérique. Hein, donc, certificat numérique qui va être fait entre le téléphone du salarié et le serveur MDM. Et donc, ce certificat, il est unique à l'employé. Et certains certificats offrent la possibilité de chiffrer les données qui transitent entre deux appareils, en plus de toute la partie authentification. Voilà. On peut évidemment faire du VPN avec le MDM, hein, ça paraît logique. Et puis le troisième point, eh bien, j'en ai déjà parlé. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le Mobile Device Manager. Maintenant, je vais parler d'autre chose, le Network Access Control, donc j'appelle ça le NAC. Alors le NAC, ça existait un petit peu avant le MDM. Hein. C'est pas forcément construit initialement pour le BIOD. Le NAC, déjà, contrairement au Mobile Device Manager, ça a plutôt une portée interne, puisqu'en fait, ça permet de gérer les personnes qui vont se connecter à votre réseau Wi-Fi notamment. Donc en fait, on peut mettre en place du profiling au niveau des périphériques qui accèdent au réseau de la société, c'est-à-dire qu'on va vérifier 2-3 informations du style, pareil, constructeur, système d'exploitation, version du système d'exploitation. Et donc le NAC, pour fonctionner comme ça, il se base sur la norme 802.1x. Donc la norme 802.1x, pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, donc vous vous synchronisez avec le réseau, et là en fait on va vous demander de rentrer un login et un mot de passe.
Donc dans les autres sociétés, généralement, c'est couplé avec l'Active Directory ou avec le serveur LDAP que vous utilisez. Et du coup, vous devez rentrer donc vos identifiants pour pouvoir accéder au réseau. C'est intéressant parce que le 802.1x peut se mettre en place sur du Wi-Fi, mais il peut très bien se mettre en place sur des réseaux filaires. Voilà, c'est-à-dire que vous vous branchez avec votre câble, et c'est pareil, vous allez voir que vous êtes connecté au réseau, mais vous allez devoir rentrer des informations supplémentaires pour pouvoir vous connecter. En cas d'échec, bien entendu, vous comprendrez que vous n'avez pas accès au réseau. Voilà. Donc si je devais réexpliquer un petit peu le principe, donc à gauche on a smartphone et tablette, on a une borne Wi-Fi qui fait passer donc les réseaux Wi-Fi de la société. Donc on a notre téléphone donc, qui veut se connecter, donc il demande à se synchroniser avec la borne Wi-Fi. Et puis donc là, il va y avoir toute l'étape, on te demande ton login, ton mot de passe. Donc après, il va y avoir des échanges entre la borne Wi-Fi et le NAC. Le NAC qui va dire si la personne déjà elle a un compte ou pas et si elle est autorisée. Et en définitive, ce qui est super intéressant avec le NAC, c'est qu'on peut créer des politiques de sécurité vraiment en fonction de ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est un exemple un petit peu que j'ai pu faire. Alors oui, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais la première étape étant la case la plus haute, authentification 802.1x, donc comme je disais. Donc en fait, cette étape-là, tout simplement, c'est d'essayer de voir si la personne qui veut se connecter est un salarié de l'entreprise ou si c'est quelqu'un d'extérieur. Dans le cas où la personne n'est pas de la société, donc on a un nom, on va passer donc à une deuxième étape, on va demander par exemple si l'équipement est sain. Alors, équipement est sain, ça peut être tout simplement, on peut considérer sur notre politique de sécurité que les téléphones qui ont une version 2.0 d'Android ne sont pas sécurisés. Parce que c'est une ancienne version d'Android qui n'est plus vraiment maintenue, donc les patchs de sécurité n'arrivent pas forcément tout le temps. Donc on va dire par exemple Android en version 4, on autorise, en version 2, on n'autorise pas. Donc via cette vérification, donc, si effectivement la personne est en Android 2, donc l'équipement n'est pas considéré comme sain pour la politique de sécurité, du coup on va l'envoyer dans une zone de quarantaine. Alors zone de quarantaine en définitive, ça va être une sorte de réseau local virtuel dans lequel on va lui refuser tout accès ou lui autoriser juste une sortie vers Internet par exemple. Dans le cas où son équipement est considéré comme sain, c'est-à-dire qu'il passe la partie version du système d'exploitation, on va passer par exemple à une autre étape, ce que j'appelle l'enregistrement OTP, donc OTP pour One Time Password. En fait, ça c'est un petit peu comme quand vous êtes dans l'avion et puis vous utilisez, vous avez des boissons à manger, tout ça, c'est à usage unique. Tout ce que vous savez, tout ce qui est dans l'avion, c'est toujours souvent à usage unique à part les hôtesses. En définitive, le One Time Password, c'est pareil. Vous envoyez une requête et puis on vous envoie un mot de passe que vous pourrez utiliser une seule fois et surtout qui sera valable au niveau de l'activation en moyenne un quart d'heure. Au-delà du quart d'heure, il faudra refaire une demande. Donc ça permet en fait pour un personnel qui n'est pas dans la société, pour quelqu'un qui n'est pas salarié, de quand même pouvoir se connecter une fois au Wi-Fi par exemple ou au réseau plutôt de la société. Et donc dans ce cas-là, une fois qu'il s'est connecté avec l'enregistrement OTP, on peut par exemple se dire qu'on va le mettre dans un VLAN invité où on va par exemple l'autoriser à aller à Internet ou à aller accéder à certains serveurs de la société parce qu'ils vont contenir de la documentation sur la société qu'on accepte volontiers de partager par exemple. C'est vraiment un exemple très personnel. Le deuxième cas, donc on revient à la case du haut. La personne qui veut se connecter est un salarié. Donc la réponse est oui sur la partie authentification. Donc après, il va y avoir deux choix. Donc là, on est dans le cas où on a à la fois du NAC et du Mobile Device Manager mis en place dans l'entreprise. La seconde question, ça va être est-ce que le périphérique est managé par la DSI? Quand j'entends manager, en gros, c'est est-ce que le périphérique est déclaré? Est-ce qu'on sait que ce périphérique-là fait du BIOD? Est-ce qu'il a été autorisé? Alors dans le cas où c'est non, donc c'est la partie orange, donc c'est non contrôlé, là on va faire deux vérifications. On va repartir par exemple sur est-ce que l'équipement est sain. Donc voilà, donc si toujours pour regarder le même exemple, si votre version du système d'exploitation est en Android 2, hop, on vous envoie en zone de quarantaine. Et puis bon, si vous êtes en version 4, comme on trouve que c'est sécurisé, on vous envoie dans le VLAN invité parce que comme vous êtes un salarié de l'entreprise, on veut quand même vous autoriser à aller sur Internet. Donc ça c'est pour la partie le BIOD qui n'a pas été déclaré dans le Mobile Device Manager par exemple. A l'inverse, si c'est un périphérique qui est
contrôlé, managé par la DSI. Alors on va repasser bien entendu par la partie équipement sain parce qu'on n'a pas forcément envie que notre réseau puisse accueillir des équipements qui peuvent être vérolés ou possédant des failles de sécurité. Et donc une fois qu'on repasse de la même étape, bien, si c'est non, zone de quarantaine comme d'habitude. Si c'est oui, on peut aller le placer dans un VLAN utilisateur, donc dans un réseau en fonction de ce qu'il fait dans la société. On peut très bien créer un réseau virtuel pour la comptabilité, un réseau virtuel pour les ressources humaines, etc. etc. Et l'avantage du MDM, comme on l'a vu un petit peu dans la vidéo de tout à l'heure, c'est qu'on peut créer des groupes d'utilisateurs. Et donc là, c'est là que la partie profiling dont j'ai parlé au tout début de la conférence est vachement intéressante. Alors j'espère que vous vous rappelez un petit peu de tout. Le fait de faire un profilage de vos utilisateurs, de vos salariés, ça peut vous aider sur le déploiement du BIOD, notamment avec MDM et NAC. Voilà un petit peu pour le Network Access Control. Je vais maintenant passer à la conclusion. Le temps passe extrêmement vite ici. Donc si je fais une conclusion un peu bateau, donc le BIOD est imminent en France, hein, je pense qu'on en a tous entendu parler aujourd'hui, qu'on soit des professionnels ou qu'on soit étudiants de l'informatique. Le BIOD, comme on a pu le constater, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. La législation française, elle est encore obscure à ce sujet, hein, comme j'en ai un petit peu parlé. Cependant, on a des moyens de contrôle comme MDM et NAC qui quand même nous laisse à penser que c'est réalisable de le mettre en place dans les sociétés. Et pour finir, donc, moi je me suis posé la question, si moi je devais déployer le BIOD dans mon entreprise, si j'en ai une, ce serait magnifique, j'aurais un gros salaire. Quelles seraient les étapes par lesquelles je devrais passer pour bien mettre en place le BIOD? Pour moi, la première étape, c'est l'analyse du besoin. L'analyse de terrain, pardon, excusez-moi, c'est des formations professionnelles. L'analyse de terrain, donc concrètement, c'est quoi? C'est vous avez 200 salariés dans votre société, bah, vous allez faire un petit tour dans les bureaux, puis vous leur posez la question. Parce qu'en définitive, comme vous ne pouvez pas obliger vos salariés à faire du BIOD, si vous avez 200 utilisateurs et qu'il n'y en a que 5 qui sont intéressés pour faire du BIOD, c'est pas la peine, on laisse ça à côté, quoi. On va dépenser de l'argent pour rien. On ne va pas investir dans des licences pour le MDM, dans du matériel, dans une modification d'infrastructure pour 5 utilisateurs. La deuxième partie, donc évaluer l'impact budgétaire. Donc, est-ce que le fait qu'on n'ait plus besoin d'acheter de téléphone pour nos salariés, mais on va quand même participer un petit peu, est-ce que financièrement on s'y retrouve? Troisième étape, ce serait de créer une charte d'utilisation, donc un petit peu comme la charte informatique, hein, qu'on fait remplir aux salariés, mais de créer vraiment une charte sur l'utilisation du BIOD dans l'entreprise, avec ce que le salarié doit faire, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il ne doit pas faire, et pareil, ce que la direction, la société peut faire, n'a pas le droit, etc. Je pense que cette charte d'utilisation, il faut vraiment la faire avec les salariés, voilà, pour éviter toute mauvaise surprise. Potentiellement mettre en place un support technique, hein, comme je disais, des ateliers pour parler avec les utilisateurs, pour leur expliquer le principe de mise à jour, la sécurité sur les téléphones, etc. Quatrième étape, améliorer le Wi-Fi. Alors, pourquoi? Parce que quand on parle BIOD, on parle surtout des smartphones et des tablettes, et aujourd'hui j'ai fait un peu le tour des constructeurs, j'ai pas encore vu de smartphone avec un câble, enfin avec un port RJ45. Donc concrètement, si vous autorisez le BIOD dans votre entreprise, vous allez avoir beaucoup plus de périphériques mobiles qui vont donc se connecter en Wi-Fi. Donc il va être intéressant aussi de regarder la capacité de l'infrastructure Wi-Fi au niveau de l'entreprise, parce que 20 PC portables connectés sur une ou deux bornes, c'est pas pareil que 80 périphériques qui se connectent en même temps et qui envoient des données. Voilà. Après, réfléchir justement à mettre en place du MDM et du NAC. Alors, moi, si je devais donner mon avis aujourd'hui, je les considère comme complémentaires. Complémentaires en fonction de vos besoins, bien entendu. Hein. Le MDM, pardon, pour moi, c'est obligatoire si on veut gérer du BIOD dans l'entreprise. Et là, c'est vraiment un avis personnel. Par contre, à la limite, le NAC, si vous n'avez pas beaucoup de personnel extérieur, de collaborateurs extérieurs de l'entreprise qui viennent dans vos locaux, bon, le NAC, est-ce que fondamentalement, ça a son besoin? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser en tout cas. La dernière étape, ce serait de faire alors, donc, ce que j'appelle l'annuaire du BIOD. Donc c'est en gros répertorier, classifier les utilisateurs qui font du BIOD dans l'entreprise et sur lesquels on sait qui réalisent ça. Et puis derrière, commencer à vérifier un petit peu les applications qu'on veut autoriser. Donc le fait qu'on fasse du BIOD dans l'entreprise, avec notamment si on utilise le système de Mobile Device Manager, on va autoriser telle application, celle-ci on va la bloquer parce qu'on considère qu'elle n'est pas très sécurisée, etc. etc. Ça, c'est les réflexions que moi, je trouve plutôt pertinentes. Voilà.
Voilà, ça fait déjà 45 minutes que je vous parle. Donc maintenant, on va essayer de faire un peu plus d'échanges. Donc je vous remercie de votre attention dans un premier temps. Et puis ensuite, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Et il marche toujours? Non. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On m'entend ou pas? Pas fort? Bon, j'avais prévu un numéro de jonglage, mais bon, je pense que je vais éviter de le faire. Est-ce que le deuxième micro fonctionne? Oui, je m'entends un peu en écho. Voilà, s'il y en a qui ont des questions, je vais faire passer un peu le micro. Voilà, n'hésitez pas à parler près du micro du coup, parce qu'il ne fonctionne plus très bien maintenant. Est-ce que le biode n'est pas plutôt, enfin la mise en place du biode n'est pas plutôt un problème de la nature de l'entreprise même? Par exemple, mettons une administration ou une entreprise qui travaille pour le militaire ou justement des PME, des PMI. Est-ce que c'est pas plutôt la nature de l'entreprise qui va déterminer l'utilisation du biode? Ça fait partie des facteurs qu'il faut prendre en compte, bien entendu. Souvent en informatique, on a des outils, on a des services qui sont proposés par des constructeurs. Après, l'application sur le terrain est toujours différente en fonction, bien entendu, des besoins et de la stratégie de l'entreprise. Alors forcément, la question, est-ce qu'on met en place du biode, si c'est par exemple l'armée de terre qui se pose la question, si c'est une administration, ou si c'est une petite PME, bien entendu, les conséquences, ça ne va pas être la même chose, bien entendu. Donc forcément, c'est pour ça qu'avant de mettre en place du biode, il faut faire une analyse de terrain déjà, et puis aussi regarder est-ce qu'on en a concrètement, est-ce qu'on en a besoin. Si aujourd'hui une société ne propose pas de téléphone pro, donc quand j'entends téléphone pro, c'est téléphone mobile, hein, ne propose pas de téléphone pro à ses employés, ça veut dire qu'elle peut s'en passer. Donc c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'intérêt de réfléchir sur le biode. C'est un exemple. Mais, je ne sais pas s'il y a d'autres courageux dans la salle. Donc finalement, on m'entend? Ouais, parle un peu plus fort à la limite. Donc en fait, on parle du biode et tu nous as parlé d'un catalogue d'applications, donc d'applications mobiles qui sont autorisées ou non dans le sein du biode. Est-ce que finalement le fait d'autoriser ou non des applications à un appareil de particulier, est-ce que finalement c'est pas contraire à l'utilisation du biode, c'est-à-dire qu'on interdit des applications à l'utilisateur qui voudraient peut-être utiliser. Finalement, ça devient être un appareil professionnel. Donc dans ce cas-là, pourquoi faire ça? Bah écoute, là, je vais avoir du mal à te répondre sur le pourquoi faire ça. L'intérêt, c'est que l'option, enfin, on peut le faire, en tout cas sur. Alors après, j'ai pas fait le tour de tous les constructeurs hein, pour tout ce qui est Mobile Device Manager. Il y en a certains qui vont le proposer, d'autres qui vont pas forcément le proposer. Après, apparemment, ce serait une sorte d'option. On n'est pas obligé de passer par ça, par une sorte de catalogue d'applications. De même, en fonction des constructeurs, je ne sais pas forcément comment ils arrivent à bloquer les applications installées sur le téléphone. Là, j'ai pas plus d'infos malheureusement. Mais oui, effectivement, même si on revient sur un point juridique, c'est assez compliqué en définitive parce que là, on sort un petit peu de la partie. Enfin, si on se met à interdire à l'utilisateur d'utiliser sa galerie photo alors qu'il veut aller regarder ses photos pendant sa pause de midi, effectivement, ça peut poser un problème juridique. Et même au niveau des contrôles d'accès, finalement, ça reste compliqué de savoir qu'on est avec les Mobile Device Manager, on est un peu fliqué, entre guillemets, dans son activité professionnelle et du coup personnelle. Et c'est un souci, je pense, pour les employés, que ce soit de n'importe quel... donc peut-être c'est la limite du biode.
Bah oui, c'est comme je disais, barrière pro et perso, c'est super réduit. Donc c'est pour ça que quand on va faire la charte d'utilisation du BIOD enfin justement, il faut la faire avec les salariés pour justement mettre à plat tout ça. Parce que dans certaines entreprises, les syndicats, ils vont dire OK, on accepte d'installer, enfin d'utiliser le MDM avec nos téléphones perso. On est d'accord que sur notre temps de travail, ça nous paraît logique que vous contrôliez un minimum ce qu'on fait. Par contre, moi je finis à 17h30, je veux pas qu'après 17h30 vous ayez, enfin voilà, si le soir je vais sur Internet avec mon téléphone portable, je veux pas que vous enregistrez tout ça. Bon, bah derrière, il faut en parler, il faut faire des réunions avec la DSI et les salariés pour mettre ça à plat et justement éviter les dérives. Alors après, ça c'est éviter les dérives, on ne peut pas nécessairement éviter les dérives, en tout cas on peut se protéger. L'intérêt de la charte d'utilisation, c'est que c'est pareil, c'est le même principe que la charte informatique, elle est déclarée à la CNIL. Donc en définitive, si l'employé se rend compte que l'entreprise elle abuse un peu de son pouvoir avec notamment le Mobile Device Manager, ça va être beaucoup plus facile pour le salarié derrière de faire valoir ses droits. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est de la discussion. C'est pour ça que le BIOD, il ne faut pas que ce soit la DSI qui décide de mettre en place ça dans son coin. Et après qu'elle mette les utilisateurs devant le fait accompli, il faut faire des tables rondes, il faut en discuter, il faut accompagner tout le monde au changement là-dessus. Si quelqu'un d'autre a une question. Oui. Ah. Vous m'entendez bien? Alors, en fait, je voudrais votre avis sur le fait que l'ANSSI, qui n'est pas vraiment une petite autorité, déconseille fortement l'utilisation du BIOD. Alors, j'ai pas eu le temps de plus creuser cette partie sur l'ANSSI. C'est une info que j'ai eue que j'ai trouvée il n'y a pas très long temps. Donc j'ai vu que l'ANSSI déconseillait vraiment, prenait position contre le BIOD. Je pense qu'aujourd'hui elle prend position contre le BIOD parce que je pense qu'elle doit avoir une vision au niveau de la sécurité qui est peut-être pas forcément dans le même sens que ce que je viens de présenter, en tout cas sur les moyens de contrôle. Et c'est aussi à mon avis parce que côté législation, il n'y a rien qui est en place. Comme je dis, il n'y a vraiment pas une loi qui traite essentiellement de ça. On a des bouts de loi informatiques qui peuvent s'appliquer plus ou moins, c'est assez vague, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jurisprudence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Mobile Device Manager et Network Access Control, essentiellement, c'est des produits qui sont étrangers, qui viennent des États-Unis parce que les gros constructeurs sont aux États-Unis ou ils sont ailleurs dans le monde. Donc le droit américain, le droit français, par exemple, c'est pas du tout le même. Donc ce que propose, donc là bon, la vidéo c'était Cisco, vous l'aurez tous remarqué sur la vidéo de présentation. Ce que propose Cisco par exemple avec sa solution, ça fonctionne bien chez les Américains puisque au niveau du droit c'est good. Par contre en France l'application n'est pas forcément la même. Et au niveau des solutions, est-ce que vous pensez qu'elles sont vraiment matures, les solutions MDM? NAC, j'en doute pas trop, mais MDM actuellement? Alors ouais, c'est pareil, c'est tout nouveau. J'ai essayé de chercher un petit peu d'informations sur des sociétés notamment qui auraient pu faire un retour là-dessus. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Après, c'est intéressant de savoir que ça existe. Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est pour les professionnels de prendre contact avec leurs contacts parmi les constructeurs pour justement essayer de voir ça avec eux, voir ce qu'ils proposent et puis le retour là-dessus. Ouais. Pas d'autres questions? Bon, bien écoutez, merci.